lactique, vous avez dans les brasseries, ce sera la première qui est basique et votre désinfectant qui a bonne température, une action mécanique pour que ne s'installe. Vous éliminez toutes ces salissures les CCP dont je vous parlais. Attention, je vais aller voir un alcool souvent assez faible. Quand je dis faible, c'est comparé à d'autres produits de fermentaires, boissons alcoolisées comme le vin ou les spiritueux par exemple. Il y a peu de protection antioxydante puisque le SO2 est très rarement utilisé en brasserie. Donc les risques de contamination sont présents sur les bières et surtout sur des germes d'altération organoleptique ou en tout cas des germes d'altération au niveau de l'aromatique de votre bière. Mais également, la bière donc, va être majoritairement un milieu en anaérobie qui prête fermentation primaire. De l'acide utilisé en plus des faux goûts. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et en tout cas, vont vous éviter des risques de contamination en germes pathogènes, c'est-à-dire que tous les germes que l'on pourrait retrouver dans la bière finie, en tout cas, ne sont pas des germes pathogènes. Pathogènes, on entend dangereux, entre guillemets, pour la santé. Les principales flores de contamination, d'altération en brasserie, donc je le rappelle, non pathogènes toujours, ce sera soit des bactéries ou des levures. Sur les bactéries, on va ensuite séparer en deux sous-familles. Les bactéries qu'on va appeler Gram plus et les Gram moins. Les Gram plus, ce seront majoritairement les bactéries lactiques qui vont produire de l'acide lactique à partir des sucres simples que vous avez dans votre mou et conférer à votre bière ensuite des arômes, déjà un trouble et ensuite des arômes plutôt négatifs pour votre produit final. Seconde famille de flore d'altération, toujours non pathogènes, les bactéries Gram-. Dans cette famille seront majoritairement présentes les bactéries acétiques qui, elles, vont produire, comme leur nom l'indique, de l'acide acétique à partir de l'éthanol présent dans votre bière. Acide acétique qui est du vinaigre, tout simplement. Et la dernière grande famille de flore d'altération, ce seront les levures sauvages. Donc, on entend par levure sauvage tout autre type de levure que celle que vous avez aussi des composés anti-fermentation primaire. Les principales levures sauvages d'altération, ce sont les Brettanomyces, qu'on appelle les brettes, qui elles vont être à l'origine de production de composés phénolés à partir des sucres simples ou même encore des dextrines présentes dans votre mou. Composés phénolés, ça va se traduire par des arômes plutôt sur le côté animal, écurie, sueur de cheval, alors qu'ils peuvent être recherchés par certains pour des recettes de bière en particulier, mais qui sont également le plus souvent non recherchés dans la recette que vous avez choisie. Pour aller un peu plus loin sur chacune de ces contaminations, je vous le disais, donc les bactéries Gram+, donc les principales, ce seront des bactéries lactiques qu'on va retrouver dans vos bières, avec deux sous-familles majoritairement présentes, les Lactobacillus et les Pediococcus. Vous avez, ce sont les deux espèces qu'on va retrouver le plus souvent. Je vous ai mis une petite photo de chacune de ces bactéries. Si pour certains, vous êtes équipé de microscopes, il est assez facile d'observer ces bactéries, les Pediococcus qui ont une forme de coque plutôt ronde et les lactobacilles qui vont être plutôt des chaînettes donc plutôt sur des modèles un petit peu plus longs, un peu plus en longueur. Donc pour certains, si vous êtes équipé de microscope, vous pouvez déjà très facilement, lorsque vous suspectez une infection dans votre fermenteur ou dans votre tank de garde, observer ce que vous avez un petit peu dans votre bière et pourquoi pas arriver à repérer, si c'est le cas, une contamination par les bactéries lactiques. Donc les lactobacilles, c'est ce qu'on appelle des bactéries hétérofermentaires puisqu'elles vont être présentes dans le houblon. Vous avez de l'acide lactique à partir des sucres et les Pediococcus, elles, vont produire de l'acide lactique pur à partir du glucose, alors que les autres pourront aussi produire de l'éthanol et du CO2.
Les principales altérations donc, au niveau aromatique apportées par ces bactéries, une diminution du pH puisqu'il y a une production d'acide lactique, donc fatalement votre pH va diminuer. L'apparition de faux goûts, de diacétyl par exemple, le côté un peu beurré aussi qu'on peut retrouver, côté un petit peu aigrelé, vieux yaourt, un trouble de votre bière qui va être lié à la multiplication cellulaire. Hein. Les bactéries, elles vont tout comme vos levures pendant votre fermentation, eh bien, elles vont se propager, se multiplier et donc conférer un trouble à votre bière, trouble qui sera le plus souvent irréversible, malheureusement, puisqu'elles vont continuer à se développer de plus en plus dans votre bière. Une densité finale qui va être différente de celle que vous aviez prévue, puisqu'elles vont s'attaquer également à une partie des sucres, et donc elles conduisent à une production d'éthanol non contrôlée. Et pour votre resucrage ensuite, ça peut être problématique pour vos calculs, puisque les faux goûts apparaissent pas non plus au bout de 2-3 jours. Il faut quelques jours pour que vous puissiez détecter les faux goûts. Et souvent, c'est quelques jours. Sur cette période, en tout cas de quelques jours, vous avez pu mettre votre bière en bouteille et la contamination a lieu seulement en bouteille. Et lorsqu'elles vont fermenter également, elles vont produire du gaz carbonique, donc pouvant amener à une sursaturation de votre bière et pourquoi pas un phénomène, si c'est très marqué, utilisé en fin d'ébullition, mais également en plus des faux goûts. Seconde famille, donc cette fois-ci les grammes moins. Donc je vous le disais, hein, ce sont principalement les bactéries acétiques. Deux sous-familles, acétobactères et acétomonas, qui vont produire toutes les deux ce côté, vont produire de l'acide acétique, donc ce côté vinaigré. Dans la bière, c'est principalement les bactéries lactiques que l'on va retrouver dans une proportion plus importante avant les bactéries acétiques. Généralement, si vous avez des bactéries acétiques dans votre produit fini, vous avez déjà des bactéries lactiques présentes et souvent présentes en nombre plus important. Donc, à nouveau, les altérations apportées par ces bactéries, ce sera tout comme avec les bactéries lactiques, production d'acide acétique, donc diminution du pH. Ce goût de vinaigre qui va apparaître assez rapidement. La présence, on peut avoir une présence d'une pellicule d'aspect un petit peu, graisseux également sur la bière, et on peut avoir l'apparition également d'un autre goût, un goût de vernis sur votre bière. À nouveau, les bactéries acétiques seront présentes plutôt minoritairement comparées aux bactéries lactiques en cas de contamination toujours. Et dernière famille, entre guillemets, de contaminants, donc les levures que l'on appelle levures sauvages. À nouveau, hein, ce sera toutes les espèces de levures autres que celles que vous avez ensemencées à la suite de votre ébullition, au moment de votre fermentation. Les principales levures sauvages qu'on va retrouver, ce seront les Brettanomyces. Ces composés vont produire, on en parlait un petit peu tout à l'heure, des arômes qu'on appelle arômes phénolés. Donc, ce sont des arômes qui vont être responsables d'odeurs d'écurie, de sueur de cheval, un petit peu ce côté fumé, camphré et animal. À nouveau, certaines brasseries, ou en tout cas pour certaines recettes de bière, les brasseurs vont rechercher ces levures, donc vont même les inoculer volontairement, souvent à la reprise de fermentation en bouteille. Dans d'autres cas, celles-ci ne sont pas voulues et apportent ces arômes plutôt négatifs, en tout cas sur la bière, à nouveau lorsque ceci n'est pas choisi. Les contaminations, qu'elles soient bactériennes ou levuriennes, elles peuvent être favorisées, alors vous vous en doutez, par un mauvais protocole de nettoyage et de désinfection de l'installation. C'est souvent le plus gros moyen d'entrée des bactéries ou des levures sauvages. Hein. L'hygiène, vous êtes bien placé pour le savoir, est très très importante en brasserie. Le moindre faux pas, généralement, ne pardonne pas. Donc, si vous n'avez pas un protocole très strict, on y viendra ensuite hein, au protocole qu'on peut mettre en place. Lorsque vous avez une contamination
qui va se déclencher suite à un mauvais nettoyage et désinfection de votre installation, il peut être difficile déjà de trouver la pièce, l'endroit qui est contaminé, puisque souvent vous réutilisez la même pompe pour plusieurs processus, que ce soit pour passer de la cuve d'ébullition, par exemple, dans l'échangeur, puis dans votre tank de fermentation. Vous pouvez réutiliser la même cuve de votre tank de fermentation à votre cuve de resucrage ou à l'embouteilleuse. Donc finalement, beaucoup, en tout cas, de votre matériel peut être utilisé plusieurs fois. Et donc, ceci favorise la multiplication des bactéries et en tout cas les zones de contamination, si contamination il y a. Donc, protocole de nettoyage, c'est ce qui est vraiment à mettre en place dès le départ. C'est plus, dans une brasserie, c'est plus il faut nettoyer, il faut désinfecter, et quand vous avez le temps, vous pouvez brasser. À la limite, c'est ça, hein. Le nettoyage va vous prendre plus de temps que le brassage en lui-même. Autre cause de contamination, un refroidissement qui peut être trop long après l'ébullition. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un échangeur à plaques, même si paradoxalement, c'est souvent par celui-ci que les contaminations se font, puisque c'est toujours un petit peu plus dur à nettoyer, à désinfecter. Mais un refroidissement trop long favorisera l'implantation de contaminations, que ce soit de levures sauvages ou de bactéries. Un temps de latence trop long au niveau des levures, lorsque vous allez ajouter les levures pour votre fermentation primaire, si la dose est mauvaise, c'est-à-dire si la dose n'est pas suffisante, si les levures ont des carences, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment aéré votre mou pour que les levures prennent pleine possession et prennent surtout possession très rapidement du milieu, vous pouvez avoir un temps de latence, c'est-à-dire que vos levures vont mettre un peu plus de temps à s'implanter, et ce temps de latence peut favoriser l'implantation plus rapide de bactéries ou de levures sauvages. Donc, lorsque vous ensemencez vos levures, que ce soit par réhydratation ou par saupoudrage, vous devez bien vous assurer que votre dose est optimale et que votre levure a tout ce dont elle a besoin pour fermenter dans de bonnes conditions, pour se développer, pour se multiplier et ensuite pour mener à bien la fermentation jusqu'au bout. Une atténuation des levures insuffisantes, ça rejoint un petit peu le point d'au-dessus, hein. Si les levures ne vont pas forcément jusqu'au bout de la fermentation, si vous remarquez que la fermentation commence un petit peu à patiner sur la fin, ça peut être une mauvaise dose des levures, souvent euh, inférieure à ce dont vous auriez besoin. Ça peut aussi venir d'une carence des levures en oxygène ou en azote également. Et donc, les levures commencent un petit peu à ralentir leur fermentation, mais il vous reste quand même des sucres. Donc, à nouveau, ce ralentissement peut laisser la porte ouverte à l'introduction de contaminations, comme les bactéries dont on parlait tout à l'heure, ou des levures sauvages. Il faut vraiment euh, s'inquiéter, en tout cas, de votre milieu, de votre mou, pour être sûr que vos levures s'implantent bien et fermentent jusqu'au bout. Dernier point, cuve laissée en vidange, c'est-à-dire que si vous avez des cuves qui ne sont pas remplies à ras-bord, notamment pendant la garde, hein, pendant la fermentation, vous devez laisser un creux puisqu'il y a production de CO2, mais en tout cas pendant la garde, soit vous inertez vos cuves si vous êtes équipé de cuves sous pression pour remplir le vide par un gaz. Sinon, vous devez vraiment vous assurer que vos cuves soient remplies au maximum pour éviter qu'un voile se forme, un voile de levure, souvent de levure sauvage, et à nouveau qui est implantation de micro-organismes, de germes non souhaités. Les solutions préventives pour éviter ces contaminations, on va le développer un petit peu ensuite plus précisément. Un protocole d'hygiène, maîtriser également ces risques, hein, qu'on va appeler des CCP, je vous en parle juste ensuite. Protocole d'hygiène sur toute votre brasserie, sur tout votre matériel. Protocole qui peut être soit entre guillemets quotidien à chaque utilisation de matériel, soit pour certains autres produits, une utilisation plus espacée. On y vient ensuite. Solution également, maîtrise des transferts et des températures. On en parlait juste avant, hein, toujours essayer de refroidir au plus vite votre mou qui sort de l'ébullition. Bien maîtriser ces températures également pendant la fermentation, pas avoir une température trop basse qui inhiberait le travail des levures.
Donc, bien maîtriser les températures tout au long de la fermentation et également en garde. Maîtrise de sa levure fermentaire, on y revient, maîtrise sur la dose, sur les différents apports dont elle peut avoir besoin. Protection contre l'oxydation, même si vous devez aérer un petit peu votre mou avant la fermentation, il est vivement conseillé ensuite de protéger votre mou de l'oxydation, hein, enfin de l'oxygène tout du moins, donc à chaque pompage, à chaque remplissage, essayez à ce que votre bière soit le moins en contact possible de l'oxygène. Et cuve inertée ou complète, je vous en parlais juste avant, évitez au maximum que votre cuve soit en vidange, puisque sur cette atmosphère libre, des micro-organismes pourraient venir contaminer votre bière. Solution curative, il n'y en a pas énormément. Une fois que vous avez malheureusement une contamination, il y a très peu de solutions curatives que l'on peut utiliser en brasserie. Pourquoi pas filtrer votre bière de façon stérile, mais puisque vous avez encore pas mal de levure en suspension, ça implique des filtrations dégrossissantes, donc toute une série de filtrations pour arriver au final à une filtration stérile sur plaque, hein, par exemple, qui vous éliminerait toutes les contaminations. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle le lysozyme, qui est un additif en brasserie. Alors, il n'est pas autorisé en bio, il est seulement autorisé il n'est pas autorisé en bio, pardon. C'est une protéine qui va s'attaquer à la paroi des bactéries Gram+. Gram+, je vous rappelle, bactéries lactiques. En s'attaquant à ces bactéries, à ces parois, vous allez drastiquement diminuer le taux de bactéries lactiques dans votre bière et surtout inhiber la reproduction de celles-ci. Donc, en cas de contamination par bactéries lactiques, vous avez cette possibilité d'utiliser ce lysozyme uniquement si vous n'êtes pas en bio. Pour certains, peut-être qui ont entendu parler du chitosane, qui est un produit qui va permettre d'inhiber les Brettanomyces, malheureusement, il est encore à ce jour interdit en brasserie. Je voulais noter puisque j'avais déjà eu plusieurs fois cette question. Le chitosane n'est pour l'instant pas autorisé en brasserie, que ce soit bio ou non bio. Donc votre seule solution curative, en tout cas, ce sera plutôt sur les bactéries lactiques avec le lysozyme, sinon une filtration qui peut aussi malheureusement appauvrir un petit peu votre bière au niveau aromatique. Sinon, il faudra d'abord se contenter des solutions préventives. Donc, qui dit solution préventive, dit hygiène. Donc, l'hygiène, on en parlait juste avant, hein, une donnée essentielle en brasserie qui permettra d'éviter au maximum les contaminations. Ça passe par toute une liste, hein, souvent voilà, de choses qui sont plutôt qui font appel à du bon sens. Il faut toujours s'assurer que votre espace de travail soit entre guillemets stérile. Dans la stérilité, ça sera vraiment très très difficile à obtenir. Mais en tout cas, tout votre espace de travail, que ce soit tout le matériel ou même votre sol et tout ce que vous allez mettre en contact avec vos matières premières ou avec votre bière soit le plus propre possible. Pensez à toujours bien tout désinfecter, que ce soit en particulier les vannes. C'est vrai qu'on oublie souvent les vannes, notamment en plus si vous êtes sur des vannes à boules et non pas sur des vannes papillons. Sur les vannes à boules, vous pouvez avoir pas mal de saleté qui s'agglomèrent derrière votre boule. Lorsque vous ouvrez, vous ne voyez pas, vous vous dites que tout est propre, alors que vous avez quand même une grosse population derrière les boules. Donc favorisez, si vous venez à vous équiper prochainement, favoriser les vannes papillons sur les cuves qui sont beaucoup plus faciles à nettoyer et à désinfecter. Après le nettoyage de toutes vos cuves, nettoyage des infections, une fois que tout est bien égoutté, refermez les vannes justement pour qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer à l'intérieur de vos cuves. Laissez tremper au maximum tous les petits équipements jusqu'aux joints dans des bains désinfectants pour vous assurer le moins de contamination possible. Les règles de sécurité également, puisque beaucoup de produits que vous allez utiliser pour le nettoyage ou pour la désinfection sont des produits chimiques, donc il y a des règles à respecter. Toujours conserver les fiches de sécurité que votre fournisseur vous fournira, les lire bien entendu, mais surtout les conserver pour bien les retrouver
toutes les informations nécessaires, que ce soit fiche technique ou fiche de sécurité. Fiche technique pour bien connaître et maîtriser la dose de produit que vous devez utiliser. Fiche de sécurité pour éviter de mélanger deux produits que vous pourriez avoir dans votre brasserie, deux produits qui n'ont pas à rentrer, à être en contact. Je prends l'exemple d'un alcalin chloré, par exemple, si vous le mettez en contact d'un acide peracétique, vous formez un gaz moutarde qui peut être très dangereux pour vous déjà dans un premier temps. Donc, prêtez vraiment attention à ces fiches de sécurité pour éviter de faire toute manipulation malencontreuse. Conserver les produits dans une pièce vraiment fermement à clé, en tout cas bien éloigné de tout votre matériel et de tout votre process. Respecter les recommandations, hein, notamment sur les fiches techniques, recommandations au niveau des doses, on va le voir juste après. Former votre personnel à l'usage des produits, respecter les préconisations d'utilisation et porter des EPI, des équipements de protection individuelle, que ce soit gants ou lunettes, pour éviter de vous prendre des projections si malheureusement il y en a dans les yeux ou sur les mains. Ça reste des produits très concentrés, donc il faut faire très attention. Lorsque vous utilisez un produit, toujours ajouter le produit dans de l'eau pour que s'il y a projection, ce soit l'eau qui soit projetée et non pas le produit chimique. Les règles d'hygiène en brasserie, ce qu'on voit le plus souvent dans les brasseries, ce sera la première étape, donc le nettoyage, qui va se faire par un produit alcalin. L'objectif de ce premier nettoyage, ce sera d'éliminer les salissures organiques qu'on peut voir notamment sur la cuve d'ébullition. Vous avez des traces de houblon sur votre fermenteur de Crozon également. Donc, ce premier nettoyage alcalin, le but, ce sera d'éliminer les salissures organiques. Ce nettoyage alcalin peut être complété par un nettoyage acide. Lui aura comme objectif, cet acide, d'éliminer tout ce qui va être salissure minérale. On entend par salissure minérale le calcaire, le Bierstein, qui va également se déposer au fur et à mesure dans votre cuve de fermentation. Donc, on commencera toujours le cycle de nettoyage le cycle d'hygiène par un nettoyage alcalin, puis complété ou non par un nettoyage acide. J'y reviens juste après. La seconde étape de votre processus sera la désinfection. Le but de la désinfection, c'est d'éliminer les germes en présence, germes dont on a parlé tout à l'heure, hein, que ce soit bactéries lactiques s'il y a présence, acétique ou levure sauvage. Et en tout cas, si le but n'est pas d'éliminer ces germes, c'est en tout cas éviter que ceux-ci s'implantent. Entre chaque passage de chaque produit, un rinçage est obligatoire. Deux objectifs de ce rinçage: éliminer les résidus chimiques que vous avez après chaque utilisation de produit, et également éviter un contact entre deux produits, contact qui peut soit produire à nouveau des vapeurs toxiques ou non souhaitées, ou tout simplement inhiber le travail du second produit que vous allez utiliser, notamment si vous mélangez votre produit alcalin, donc votre soude par exemple, et que vous passez directement ensuite votre désinfectant sans rincer, la soude qui est basique et votre désinfectant qui va avoir un pH acide vont se neutraliser et la désinfection ne sera pas optimale, voire sera complètement inhibée. Donc, le rinçage entre chaque produit que vous allez utiliser. L'utilisation des produits d'hygiène, nettoyer, alors il y a un petit mot mnémotechnique, nettoyer avec tact. Alors, ce n'est pas forcément utiliser que le bon produit, vous avez quatre paramètres à faire coïncider. La température de la solution que vous allez utiliser. Chaque produit de nettoyage ou de désinfection va avoir des températures optimales d'utilisation que vous retrouverez sur les fiches techniques de votre fournisseur. Donc, la température doit être optimale. À cela s'ajoute l'action mécanique afin de décoller toutes les souillures, de décoller suffisamment toutes les souillures. Action mécanique, soit à la main si votre pompe n'a pas un débit assez suffisant pour bien projeter le produit dans vos cuves ou sur votre matériel. Concentration également du produit adapté, concentration que vous retrouverez également sur les fiches techniques de votre fournisseur. Et en dernier, le temps de contact qui doit être suffisamment long pour que le produit ait le temps d'agir
et éliminer et faire son effet, que ce soit pour la partie nettoyage avec l'alcalin ou l'acide, ou la désinfection avec l'acide peracétique généralement utilisé en brasserie. Donc, il faut vraiment que vous ayez ces 4 paramètres réunis pour une utilisation optimale de vos produits d'hygiène. Si vous avez la bonne température, une action mécanique suffisante par votre bout de lavage ou votre pompe, un temps de contact suffisant, mais une dose clairement trop faible, vous n'aurez pas l'effet escompté. Il faut vraiment que les 4 paramètres soient chacun optimum. Respect des dosages, concentration trop faible, j'en parlais juste avant, danger, puisque vous allez avoir seulement une partie de vos germes qui vont être éliminés. Bonne concentration, efficacité. Par contre, une concentration trop forte sera juste inutile. Vous allez juste gâcher du produit, ce qui n'est pas en soi, ce qui n'est pas grave entre guillemets pour votre bière, mais vous allez gâcher du produit et vous allez pouvoir potentiellement abîmer votre matériel avec une trop forte dose de produit. Donc à nouveau, hein, tout ça, ces concentrations, vous les retrouvez sur les fiches techniques de tous les produits que vous pouvez utiliser en brasserie. Plan de nettoyage très rapide au quotidien. Dans tous les cas, on élimine d'abord les gros déchets, entre guillemets, par un rinçage à l'eau, que ce soit de votre bloc chou ou de vos cuves de fermentation ou toute autre cuve. On utilise ensuite un produit de nettoyage. Donc, le but, c'est d'éliminer les souillures organiques. Donc, le produit de nettoyage, généralement, est composé de soude, ou certains utilisent des enzymes à ce niveau. On rince ensuite, à la fois pour éliminer les traces de produit et pour éviter tout mélange avec le produit suivant, qui sera le produit de désinfection. L'objectif du désinfectant, c'est d'éliminer tous les micro-organismes, d'éliminer tous les germes dont on a parlé précédemment, ou en tout cas d'éviter que ceux-ci ne s'installent. Le produit de désinfection le plus utilisé en brasserie, ce sera de l'acide peracétique. L'acide peracétique, ça reste un produit chimique, donc vous devez également le rincer après l'avoir utilisé. Ça, c'est pour vraiment un plan de nettoyage quotidien. Dès que vous avez brassé, dès que votre fermentation, dès qu'une de vos cuves de fermentation ou de garde est vide, c'est ce protocole qui est le plus fréquemment utilisé en brasserie. Plan de nettoyage, pour compléter un petit peu ce plan de nettoyage quotidien, on peut ajouter, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, un autre produit de nettoyage qui, cette fois-ci, va éliminer les souillures minérales. Donc, si on reprend ce plan de nettoyage de la gauche, c'est toujours élimination grossière, un rinçage à l'eau pour éliminer vraiment toutes les grosses particules qui restent encore dans votre cuve visible à l'œil nu. On nettoie avec un produit à base de soude ou des enzymes, par exemple, pour éliminer les souillures organiques. On rince, on ajoute un produit, un nettoyant acide, généralement composé d'acide nitrique et phosphorique. L'objectif de celui-ci, ce sera d'éliminer toutes les salissures minérales, donc traces de calcaire ou de Bierstein. Généralement, alors là, ça va vraiment dépendre de votre fréquence de brassage, de la dureté de votre eau également. Ce second produit, cette seconde étape de nettoyage n'est pas faite systématiquement. Elle sera faite de façon mensuelle, hebdomadaire, voire tous les 5 brassins, tous les 10 brassins. C'est vraiment en fonction de la dureté de votre eau et de votre cadence de brassage pour éliminer toutes ces salissures minérales. Vous rincez et vous complétez à nouveau par le produit désinfectant, donc par l'acide peracétique, pour éliminer les micro-organismes. La soude et l'acide nitrique ou phosphorique n'auront aucun effet sur la partie désinfection. Ce qui va désinfecter, c'est l'acide peracétique. Et si vous utilisez uniquement un désinfectant, l'effet ne sera pas probant puisque vous n'aurez pas éliminé toutes les salissures organiques ou minérales avant. Donc le désinfectant ne sera pas assez puissant pour à la fois nettoyer et ensuite désinfecter. Donc il faut vraiment bien respecter ce protocole. D'abord commencer par le nettoyage et ensuite désinfecter. Ici un petit tableau qui vous donne par exemple en fonction du matériel que vous avez utilisé, la fréquence de nettoyage et de désinfection, les produits associés, là ce sont des produits de notre distributeur, ce sont les noms commerciaux. Mais
vous avez, voilà, en fonction de chaque matériel, la fréquence, un exemple en tout cas de fréquence de nettoyage et de désinfection. Autre exemple de plan de nettoyage, vous pouvez voilà, fixer de façon quotidienne, hebdomadaire, trimestrielle, voire semestrielle. Hein. Ça peut aussi, semestriel ou trimestriel, passer par le démontage intégral de votre échangeur à plaques, par exemple. Et ensuite, voilà, bien savoir qu'est-ce que j'utilise, qui va le faire, la durée, le temps de contact, et vous faire un plan de nettoyage de cette façon. Pour aller un peu plus loin, vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode HACCP, qui n'est en aucun cas une norme. C'est plus une méthode, un outil de travail qui va vous aider à analyser les dangers, ce qu'on va appeler les CCP dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des points critiques à bien contrôler et à identifier. En identifiant ces points critiques, vous allez pouvoir vous focaliser un petit peu plus sur ces dangers potentiels. Qui dit point critique dit potentiellement porte d'entrée pour des micro-organismes et pour des infections. Donc c'est plus une méthode qui va vous servir à identifier, à évaluer et essayer de maîtriser au maximum les dangers. Sous danger, on note micro-organismes en tout cas et infections, tout en conservant les règles de sécurité et d'hygiène pour les aliments. Donc, pour vous aider à analyser ces dangers, vous avez ce qu'on appelle un arbre de décision qui va passer par une multitude de questions pour vous aiguiller en tout cas sur les dangers que vous pouvez, ou en tout cas les points de contrôle où vous devez vous focaliser un petit peu plus, points de contrôle, donc points d'entrée de contamination. Les dangers que l'on recense, en tout cas pour l'hygiène des aliments, ce sera soit les dangers biologiques, bactéries, on en a parlé, levure également, dangers chimiques également, ou dangers physiques, corps étrangers qui pourraient se retrouver dans votre produit fini. Ça, c'est vraiment pour aller plus loin, pour bien vous structurer et peut-être comprendre mieux, en tout cas, d'où peuvent venir les contaminations et essayer de les éviter le plus possible. Donc, à nouveau, hein, cette méthode HACCP n'est pas une obligation, c'est plus voilà, des outils qui peuvent vous aider à évaluer sur votre installation où sont les points de contrôle peut-être à vérifier un petit peu plus et à aller plus loin dans votre protocole de nettoyage. Je vous remercie pour votre attention. Je vais aller voir ensuite dans la conversation s'il y a des messages.